Bienvenue sur Gabon 24 à la faveur du traditionnel discours à la nation à la veille de la célébration de la fête nationale du 17 août 2017. Le président de la République formulait entre autres vœux de mettre fin aux privilèges indus de certains Gabonais, un vœu dont les populations attendaient jusqu'ici les mécanismes concrets de mise en œuvre. Il semble bien que nous y sommes. Le récent train de mesures gouvernementales a pour vocation de changer le paradigme et de mentalité. Le débat reste ouvert sur la réduction du train de vie de l'État. Et c'est au tour de Patrick Eyorizan, ministre de l'Eau et de l'Énergie, par ailleurs cadre de démocratie nouvelle, de débattre avec nous de l'intérêt de ces réformes chères au sommet de l'exécutif. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci encore pour votre disponibilité jamais démentie à l'égard de la direction des programmes de Gabon 24. Pour vous interroger, Louis-Philippe Badinga, rédacteur en chef de Gabon 24. Monsieur le ministre, on va commencer avec cette question. À quel point votre formation politique démocratie nouvelle, si proche de l'opposition, se sent-elle solidaire de cette décision de l'exécutif gabonais? Je dirais tout simplement que démocratie nouvelle est solidaire des mesures gouvernementales. Je crois que c'est, disons, depuis les accords d'Angondjé, le dialogue d'Angondjé, où nous avons tous négocié donc, dans le cadre d'un Gabon qui se tourne résolument vers le futur. Et je crois qu'à ce titre, démocratie nouvelle se doit d'être solidaire. Je crois qu'on est solidaire des fois quand tout va bien et quand des fois aussi c'est un peu plus difficile, malgré tout, pour la raison, pour l'équilibre de nos finances publiques. Démocratie nouvelle, bien entendu, soutient la politique du gouvernement. Lorsque l'exécutif signe la fin du gaspillage des ressources de l'État, des privilèges indus, le jeune ministre que vous êtes, pas forcément en âge, de par la durée au sein de cet appareil de l'État, doit forcément se dire « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à payer pour des erreurs que je n'ai pas commises ?» Je n'ai jamais pensé que gouverner était quelque chose de facile. Comme je disais, la critique est facile, mais l'art est difficile. Donc, bien entendu, prendre des responsabilités, ce n'est pas tout le temps facile. Je comprends également la détresse de certains de nos compatriotes qui sont touchés de plein fouet. Mais je crois qu'il était nécessaire et juste de pouvoir revoir notre façon de penser, disons, concernant tout ce qui est équilibre économique. Je crois qu'aujourd'hui, on rentre dans une mutation. L'État-providence, c'est terminé. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut penser différemment. Et ces mesures font partie de tout ce qui est mis sur les rails par le gouvernement. Il faut un nouveau Gabon, Louis-Philippe Badinga. Oui, Patrick Eyorizan, vous êtes élu de Bitam, c'est dans le nord du Gabon. Lorsqu'une telle mesure tombe, comment procède-t-on pour aller justement l'expliquer à sa base électorale? Vous savez, je pense que la politique politicienne n'est pas de mise dans ce genre d'application stricte, disons, des mesures de rééquilibrage financier et économique de notre pays. Il faut parler au peuple avec franchise. Je crois qu'il ne faut pas faire la langue de bois. Aujourd'hui, le pays n'est pas en austérité. Disons, je dirais que nous sommes en croissance de 2,2% normalement pour 2018. Mais c'est un rééquilibrage, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus à terme être dépendants des fluctuations des cours du pétrole qui nous affectent profondément. Les chocs pétroliers que nous subissons fait qu'ensuite ça nous fragilise. Donc je crois qu'aujourd'hui il faut penser valeur ajoutée, création d'emplois, secteur privé et donc c'est pour ça qu'on a besoin de mutation de notre économie. C'est pour ça qu'il faut... Nous sommes en train de revoir ce modèle économique et je crois que ces mesures en sont, disons, les prémices. Je crois que quand on se rend de manière tout à fait transparente devant le peuple, il comprend. Alors, vous irez jusqu'au point d'aller à Bitam, votre fief électoral, pour le leur expliquer par exemple? Bien entendu, je crois que les demandes se font sentir. Je me rendrai sur place dans les prochains jours, bien entendu. Alors, les anciens dignitaires de la République sont presque unanimes. Si à leur époque, ils volaient avec la pelle, aujourd'hui, la nouvelle équipe vole avec les tractopelles. Qu'avez-vous envie de leur dire à ce sujet? Bon, vous savez, ça, ce sont des vieux clichés. Je crois que quand on rentre dans des fonctions ministérielles, j'ose espérer que c'est avec conscience et probité que nous exerçons la charge qui est la nôtre. Donc, en ce qui me concerne, je ne peux que m'inscrire dans cette vision. C'est le Gabon d'abord, c'est un Gabon qui doit se développer. Et donc, bien entendu, je crois que ceux qui volent malheureusement, aujourd'hui la prennent à leurs dépens. Je crois que l'opération Mamba est suffisamment claire
pour comprendre que c'est terminé. On a vu que vous avez en chantier donc cet effort de restitution à faire auprès de votre base électorale. Mais il y a que, Monsieur le ministre, une certaine culture politique propre certainement au Gabon veut qu'on entretienne sa base électorale avec les moyens financiers, ordonnances médicales à payer, frais d'hospitalisation à assurer pour les parents malades, soutien aux initiatives de jeunes vacanciers et j'en passe. Est-ce que, Monsieur le ministre, candidat certainement aux législatives, est encore prêt à faire ce genre de sacrifice ? Bon, ce qui est sûr, c'est que la vision que porte souvent l'électorat sur son député ou sur le ministre fait qu'effectivement, soit, bien entendu, on leur doit donc, notre promotion électorale, ou soit, effectivement, quand vous êtes ministre, vous avez quand même, selon eux, une certaine aisance, malgré qu'un ministre a malgré tout un salaire comme tout le monde. Mais je crois qu'il y a également quand même... Après, ça dépend des personnes, mais il y a toujours des élans de solidarité. Je crois qu'il faut, quand on fait de la politique, c'est un sacerdoce, ce sont des sacrifices aussi qu'on fait. Je le fais, mais souvent, je le fais à mon niveau. Donc, il ne faut pas aussi qu'il y ait de l'exagération, mais je crois que, bien entendu, il faut savoir redistribuer. C'est la solidarité, comme on dit, on paye sa dîme. Alors, donc, il faut bien qu'ils comprennent surtout que les temps ont changé, lui, Philippe. Oui, justement, et donc ces mesures, Patrick Eyogo-Izan, concernent certainement votre cabinet, mais également les entités que vous dirigez. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller justement pour appliquer ces mesures? Si on parle de réduction donc, du train de vie de l'État, c'est-à-dire qu'on avait quand même les ratios prudentiels de la zone CEMAC, donc disons, les critères de convergence sont limites ou voire dépassés, il faut forcément qu'on trouve des économies à faire et tout le monde est contraint de faire donc, cet effort. Nous l'avons fait au niveau de nos cabinets, ce n'était pas facile puisque vous vous séparez de collaborateurs. Les gens parfois pensent que c'est pléthorique, que c'est abusé, je dirais non. Mais nous l'avons fait, donc comme on dit, l'escalier commence à se nettoyer par le haut. Donc on a commencé d'abord par se l'appliquer, le chef de l'État en premier, le Premier ministre ensuite et bien entendu les membres du gouvernement. Au niveau de l'administration générale, je dirais que mon ministère est très peu pourvu en personnel. Bien entendu, on avait même des fonctionnaires en attente de postes budgétaires. Donc voilà, je dirais que nous sommes en sous-effectif. Donc le redéploiement qui se fera par rapport aux niches qui ont été trouvées à droite à gauche et le retour donc, à la fonction publique de certains fonctionnaires fera qu'on redéploiera les effectifs pour qu'ils soient mieux utilisés à l'avenir. Est-ce qu'on peut imaginer une forme de compensation pour les fonctionnaires qui vont voir leurs émoluments pensionnés de 5%, de moins 5% à partir de cette fin du mois, une forme de compensation sous forme de baisse des charges d'électricité et d'eau? Bon, on ne va pas lier les deux, bien entendu que ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est l'effort national qui est demandé à tout le monde. Nous-mêmes, nous serons touchés, bien entendu, les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires, bien entendu, les institutionnels, un peu, disons tout le monde, sauf, bien entendu, plus de 62% des fonctionnaires qui ne seront pas du tout touchés par cette mesure. Donc, ça c'est ce que je puis vous dire. Maintenant, le tarif de l'eau et de l'électricité, c'est un autre volet. Il y a des augmentations mécaniques trimestrielles qui se font. Mais je pense que je vais me pencher pour que dès septembre, on puisse revoir cela. Oui, Ismaël a parlé d'eau et d'électricité. Et justement, là, on tombe de plein pied dans les prérogatives de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. De grands budgets ont été consacrés justement à cette entreprise. Il y a eu des grosses œuvres, notamment des châteaux d'eau, l'ADN national 1200. Avec cette restriction, on va dire, est-ce que vous aurez les moyens justement de continuer les travaux? Parce qu'il y a encore des incongruités. Il y a des populations qui habitent au pied des châteaux d'eau qui n'ont pas d'eau, celles qui sont traversées par des câbles électriques qui n'ont pas d'électricité. Mais dans ce contexte difficile, est-ce que vous aurez les moyens justement de fournir de l'eau et de l'électricité? Justement, je crois que les restrictions, et notamment le rééquilibrage de l'économie, la baisse donc de la masse salariale de l'État, doit contribuer à dégager donc une nouvelle trésorerie pour l'investissement. Donc, bien entendu, les gros travaux structurants, notamment en matière d'eau, vont être financés par les gains que nous allons faire sur la masse salariale.
Mais je dirais que concernant l'électricité en principe se finance par l'électricité, elle pose moins de problèmes. Mais comme je peux dire donc à nos concitoyens qu'effectivement, les mesures qui sont prises de réduction du train de vie de l'État, c'est pour permettre de créer de l'investissement, car aujourd'hui, les fonds propres concernant l'investissement étaient insuffisants. Oui, plusieurs mois après la réquisition polémique de Veolia par l'État gabonais, comment se porte aujourd'hui la SEG? Bon, je dirais, ça dépend pour qui elle est polémique. Hein. Je crois que pour les concitoyens, le peuple gabonais, elle n'était pas polémique du tout, puisque le service n'était pas au rendez-vous. Je crois que c'est surtout à l'international où on a beaucoup jasé sur ce problème, mais je crois qu'aujourd'hui, les faits nous donnent raison, puisque je peux dire tout simplement que la réquisition de la société et la fin de la concession avec Veolia, disons, est actée aujourd'hui par le CIRDI. Et donc nous rentrons dans un processus de séparation à l'amiable. Et l'État n'est pas du tout, disons, nous sommes sereins. Philippe. Oui, monsieur le ministre, le gouvernement offre de l'eau et de l'électricité gratuitement à certaines catégories sociales. Alors, dans ce contexte justement de rigueur, est-ce que ces catégories sociales-là seront impactées? Bon, vous savez, je crois qu'il y a malgré tout dans notre pays des personnes qui ont besoin d'avoir un petit coup de pouce de l'État. Le tarif social, bien entendu, est appliqué aux couches les plus pauvres. Maintenant, nous sommes en train, à la SEG, de revoir un peu, comme on dit, la stratification, la codification de la clientèle, et pour améliorer, donc, bien entendu, le service aux usagers, mais également regarder s'il n'y a pas des injustices dans la matière, en matière de gestion notamment de tous ces tarifs sociaux. Donc, bon, ça c'est un travail de longue haleine, mais nous y sommes dessus. Oui, mais justement, il y a des personnes qui bénéficiaient de manière indue de l'eau et de l'électricité gratuite. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas aussi un audit pour vérifier qui mérite véritablement l'eau et l'électricité gratuite? Absolument. Oui, c'est ce que je dis, effectivement. Maintenant que nous avons on gère un héritage à Veolia. Comme je disais, ça fait 20 ans que cette société n'était pas dans les mains de l'État. Aujourd'hui, nous avons une direction générale déléguée sous tutelle du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Nous sommes en train, donc, d'une part, de pouvoir concrétiser la séparation de manière juridique avec Veolia, c'est ce que nous sommes en train de faire, mais également de commencer à faire le processus de mutation de la SEG, et toutes ces audits, tout ça rentre dans le cadre effectivement du futur de la SEG qui est en train de se dessiner. Oui, ça fait plusieurs mois que l'État a le contrôle de la SEG. Monsieur le ministre, à quelle hauteur est-on parvenu à régler aujourd'hui la question d'eau et d'électricité à Libreville, ne serait-ce qu'à Libreville? Bon, disons que ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas les mêmes objectifs que Veolia. Veolia avait un objectif financier de la chose et nous avons un objectif, disons, social, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie, bien entendu, des compatriotes, mais également la desserte en eau, la desserte en énergie. Donc, je dirais qu'en termes de rendement, notamment concernant l'eau, parce que je crois que c'est ce qui est le plus sensible, c'est que nous avons quand même amélioré le rendement du réseau en eau de 51 à 58%, voire 60% aujourd'hui. Ce qui veut dire que, théoriquement, il y a une meilleure, disons, accès à l'eau aujourd'hui. L'eau arrive dans certains quartiers où elle avait disparu depuis des mois et des mois. Bon, c'est vrai que la saison sèche est venue un peu bloquer tous nos efforts, mais je crois que les compatriotes verront bien que dès la fin du mois d'août, tout sera bien meilleur qu'avant. Oui, il n'y a pas très longtemps, le gouvernement voulait relancer des chantiers qui étaient en berne, notamment la construction du barrage hydroélectrique de F2 et celui de l'impératrice Eugénie. Est-ce que ce sont des chantiers qui vont, une fois encore, être renvoyés sine die? Non, disons que nous avons essayé de donner vraiment un coup de booster, je pourrais dire comme ça, dans le secteur. On n'a jamais autant parlé de l'eau et de l'énergie dans ce pays que depuis les derniers mois. Donc, nous nous attelons à faire vivre le secteur. Nous avons relancé le dossier de F2. Normalement, nous avons bon espoir dans le cadre d'un partenariat public-privé avec la société TBEA, donc de la mise en chantier en 2019 de ce barrage hydroélectrique. Concernant les impératrices, c'est un peu plus complexe puisqu'il est adossé, ce barrage, la construction de ce barrage est adossée à un prêt Exim Bank, et vous savez que la situation en termes d'endettement du Gabon
est un peu limitée et on nous a demandé de nous tourner vers des partenariats publics-privés. Nous serons donc en Chine au mois de septembre dans le cadre du grand sommet chino-gabonais et ce sera l'occasion de pouvoir vraiment trouver la solution idoine pour la construction de ce barrage durant ce sommet. Oui, parmi les solutions que vous cherchez donc pour les Gabonais, pour le bien-être des Gabonais, il y a que depuis plusieurs mois, on attend toujours le repreneur de Veolia, de la SCG. Alors, pourquoi se fait-il attendre ou est-il déjà là, il se fait discret? Disons que nous sommes en plein divorce, vous voulez déjà que je me remarie. Donc en fait, je pense que le Gabonais est pressé. Non, je ne sais pas. Vous savez, je crois que nous avons besoin de balayer le secteur. Nous avons besoin de remettre, comme on dit, la SEG sur les voies de la prospérité. Nous avons besoin de découper, je dirais, de voir comment le secteur serait le mieux agencé pour que demain, les problèmes que nous venons de vivre ne soient pas encore remis sur la table dans les années et les dizaines d'années futures. Donc je crois que la meilleure solution, c'est d'abord, bien entendu, d'étudier avec sérénité, prudence, et ensuite voir si nous devons nous remettre avec un repreneur. Mais ce n'est pas pour l'instant, disons, une priorité. Je crois que pour l'instant, nous sommes en train de voir ce qui sera le mieux pour nous. Oui, comme ce n'est pas une priorité, monsieur le ministre, on pourrait bien se passer d'un nouveau repreneur et si la gestion de la question d'eau et d'électricité est relativement maîtrisée déjà par les Gabonais. Pourquoi pas? Bon, ce qui est sûr, c'est que la production énergétique et la production de l'eau sont libéralisées dans notre pays. Donc, il n'y a pas que la SEG qui produit de l'électricité. Nous avons, par exemple, les Israéliens, Télémania, Linakiri, au Cap Lopez. Nous avons également Chino Hydro qui produit l'électricité à Grand Poubara. Demain, il y aura d'autres producteurs. Donc, vous voyez, ça permet de dynamiser un peu le secteur. Donc, tout ça, il faut réguler tout ça. Et puis ensuite, on verra le rôle effectif que devra jouer l'ASEG dans cette nouvelle configuration. Lui, Philippe? Oui, bon, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de repartir vers une concession. Simplement, peut-être qu'il y aura, on va dire, une spécialisation entre la production, le transport et la commercialisation de l'énergie et peut-être de l'eau. Disons, vous savez, l'État a besoin malgré tout de garder la main sur le secteur. Garder la main sur le secteur, souvent, c'est on garde la main sur le transport, le dispatching d'électricité. C'est-à-dire que si jamais les Chinois donc produisent de l'énergie, les Israéliens de l'énergie, à ce moment-là, vous dispatchez et c'est vous qui régulez en termes de transport donc, à un commercialisateur, distributeur commercialisateur. Est-ce que le marché gabonais est suffisamment grand pour prendre ce modèle, etc., etc. Donc nous en sommes encore dans ces études. Dans ces études qui vont certainement donner des résultats dans les jours à venir, monsieur le ministre. Dites en quelques mots aux Gabonais qui vous regardent ce soir le bien fondé des mesures prises par le gouvernement en termes de chiffres et des objectifs à atteindre. Non, bon, vous savez, les chiffres, c'est très simple. Vous avez 55% de dette du Gabon par rapport au PIB. Bien entendu, les critères de convergence de la CEMAC disent 70%, mais nous devons rester toujours prudents. Nous avons 59% de la masse salariale par rapport aux recettes fiscales, ce qui est énorme, plus de la moitié donc, des recettes sont affectées au règlement des salaires. Nous avons une croissance de 2,2% aujourd'hui, qui n'est pas en soi mauvaise, mais qui pourrait être malgré tout meilleure. Donc, je pense que nous sommes très dépendants également du pétrole. Donc, aujourd'hui, réorienter son économie, rééquilibrer son économie, c'est également modéliser une nouvelle économie. Donc il faut que les jeunes, la mentalité de l'entrepreneuriat puisse être bien entendu inculquée à la jeunesse future. Il faut qu'on puisse se tourner vers ce modèle-là. Je crois qu'avant on nous disait, mon fils, il faut que tu aies ton diplôme et ensuite tu rentres à la fonction publique. C'est l'État-providence. Aujourd'hui, ce modèle doit changer. Il faut un changement de paradigme. On va terminer par cette question. Alors, les préparatifs des législatives, on ne sait pas encore pour quand, mais toujours est-il que c'est d'actualité. Vous êtes candidat à Bitam dans votre fief. Lui, Philippe l'a dit, temps après. Mais pourquoi faire? Pourquoi dire à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez des projets de loi qui vous tiennent à cœur? J'ai eu une expérience déjà de 2 ans. Je crois que l'Assemblée nationale est une formidable maison de démocratie qui donne un certain dynamisme à notre jeune démocratie. Je crois qu'il faut aller là-bas, non pas pour dormir, mais pour travailler.
c'est faire des lois, c'est être à l'écoute des populations pour pouvoir retranscrire de manière législative ce que le peuple aspire. Donc je crois que c'est un peu ça le rôle du député. J'ai été député, j'ai fait effectivement des propositions de 2 lois. Il y en a une qui est passée, l'autre qui n'est pas passée. Je crois que si je reviens à l'Assemblée nationale, c'est peut-être pour encore pousser cette loi qui était sur les associations et je crois qu'il s'avérait indispensable. Et pour le domaine qui est le vôtre, le domaine de l'eau et de l'énergie, vous n'y avez pas pensé encore? Mais disons que pour l'eau et l'énergie, je crois que nous avons voté donc tout ce qui était libéralisation donc, de la production d'eau et d'énergie quand j'étais à l'Assemblée nationale, ainsi que la loi sur les partenariats publics-privés, qui est une loi quand même novatrice, qui permet effectivement de déléguer des pans entiers de la gestion régalienne de certains pans de notre économie à des acteurs privés, mais sous contrôle. Réduction du train de vie de l'État, un sacrifice qui s'impose à tous. Le ministre Patrick Eyogezan était notre invité, il est ministre de l'Énergie et de l'Eau. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à lui, Philippe Baliga. À très vite sur Gabon 24.